Bonjour et bienvenue sur Sensation. L'arrivée au pouvoir en 1933 d'Adolf Hitler a considérablement changé le paysage politique et économique de l'Allemagne, mais ce serait oublier l'impact culturel, notamment au travers de la musique. Pour en parler, je suis avec Élise Petit. Bonjour. Bonjour. Élise Petit, vous êtes musicologue et avez sorti un livre intitulé Musique et politique en Allemagne, du Troisième Reich à l'aube de la guerre froide. Mais avant d'évoquer l'impact du nazisme sur la musique, pouvez-vous nous raconter à quoi ressemble le paysage musical allemand de l'entre-deux-guerres ? Le paysage allemand de l'entre-deux-guerres, c'est un paysage extraordinaire de diversité et de modernité, où toutes les expériences sont possibles, presque des expériences qui mèneront au 4 minutes 33 de John Cage par exemple. Il y a le mouvement Dada, il y a énormément de mouvements ultramodernes qui se développent grâce à la levée de la censure à partir de 1919, et puis grâce à toute cette émulation en fait qui suit la Première Guerre. Et en 1933, donc, Adolf Hitler arrive au pouvoir avec le Parti national-socialiste. Le Troisième Reich est lancé sur ses rails et impose une politique culturelle brutale en jugeant certaines œuvres comme dégradantes pour l'âme allemande. Qu'est-ce qu'il vise avec ça ? Il vise une purification de la société qui répond en fait à une purification ethnique, puisque les nazis promeuvent un être nouveau qui serait l'être arien, donc pour schématiser, grand, blond, aux yeux bleus, mais pas seulement, en tout cas qui aurait du sang allemand à 100% dans les veines, et c'est exactement ce qu'ils entendent faire dans le domaine de l'art, cette purification ethnique en fait qui se retrouve être aussi une purification culturelle. Et quelles sont les musiques visées ? Alors en premier lieu, les musiques des compositeurs et compositrices juifs, même ceux qui sont défunts. Donc c'est vraiment une purge en fait de toute cette société musicale. Donc des compositeurs comme Mendelssohn par exemple ou Offenbach, leurs œuvres vont être interdites alors qu'ils sont morts depuis longtemps. Et puis les compositeurs juifs vivants qui se trouvent souvent être des compositeurs engagés en faveur de la modernité comme Arnold Schoenberg. Et c'est justement aussi ce qui permet aux nazis d'avancer l'état de décadence de la création musicale allemande en focalisant sur les compositeurs juifs de la modernité. Et puis un autre genre qui est décrié, c'est le jazz, puisqu'il est né aux États-Unis, au milieu du peuple noir, donc c'est aussi un genre qui est rejeté. Et puis la musique composée par des compositeurs qui sont allemands, mais politiquement très opposés au régime, à commencer par les compositeurs communistes. Le régime nazi parle de dégénérescence dans l'art, d'art dégénéré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce mot dégénéré ? Le mot dégénéré, il a fait son apparition avec un usage presque systématique sous le Troisième Reich. Au début, c'était un terme plutôt scientifique qui voulait dire en fait éloigné de son espèce, entartet, et il a fait son entrée dans le vocabulaire nazi, notamment avec Alfred Rosenberg, qui était un des co-rédacteurs du programme du Parti national-socialiste. Donc c'est un terme qui va devenir omniprésent et qui justement montre bien cet éloignement de l'espèce qui serait en fait une espèce raciale, l'espèce des Aryens. Et qu'arrive-t-il aux artistes de ces arts dits dégénérés ? Alors, les artistes qui sont uniquement modernes et considérés comme dégénérés parce que trop modernes, c'est le cas par exemple de Anton Webern, qui était un élève de Schoenberg. Ces artistes-là, s'ils sont allemands et qu'ils peuvent prouver qu'ils ont 100% de sang allemand qui coule dans leurs veines, n'ont pas été tellement inquiétés. Par contre, les artistes qui étaient communistes, donc perçus comme des opposants politiques, ou parfois des opposants religieux comme les témoins de Jéhovah, et surtout les artistes juifs, eux ont été déportés. Donc ceux qui étaient mariés avec une femme non juive ont dans un premier temps été relativement mis à l'abri des déportations, mais en tout cas, les compositeurs juifs ont péri pour une grande partie dans les camps, et les compositeurs communistes ont été incarcérés eux aussi en masse et parfois ont pu survivre. Il y a aussi certaines œuvres qui sont modifiées pour coller aux valeurs de l'Allemagne nazie. Est-ce qu'on peut parler un peu de révisionnisme culturel ? Voilà, il y a une réécriture, il y a aussi des détournements, mais par exemple, dans la réécriture, effectivement, il y a eu un service qui s'appelait le service de l'arrangement musical au sein du régime nazi, qui était un service qui allait réécrire des paroles d'opéra pour coller mieux à la réalité aryenne ou enlever certains termes tels que Sion, par exemple, dans des oratoriés.
Donc ça, c'est une première démarche. Alors, certaines œuvres ont aussi été détournées. Par exemple, c'est le cas de l'hymne allemand, connu à l'époque du régime nazi comme le Deutschland über alles, qui est à l'heure actuelle encore l'hymne de l'Allemagne, sous le nom de Deutschlandlied. Ça, ce sont des exemples de détournement en fait, de répertoires qui étaient existants et que les nazis se sont appropriés. Et ça posera de grosses questions après la guerre, justement, de la dénazification de ces répertoires. C'était des répertoires qui existaient, qui ont été nazifiés. Par exemple, tout le répertoire des œuvres de Wagner a été approprié par le régime nazi, mais Wagner était déjà mort quand Hitler est arrivé au pouvoir, donc c'est un répertoire nazifié qu'il a fallu dénazifier après la guerre. On en parlera un tout petit peu après de cette dénazification de certaines œuvres. Déjà, est-ce qu'au sein du peuple allemand, cette politique culturelle est totalement validée ou enfin acquise par le peuple, ou est-ce qu'il y a quand même une résistance culturelle qui se forme? Alors, il y a des résistances culturelles, bien sûr, de la part d'artistes qui ne sont pas tout à fait en accord avec les visées du régime, mais elles sont difficilement applicables. En tout cas, s'il est très dur de faire de la véritable résistance culturelle sous le régime nazi, puisqu'on risque la déportation dans des camps de concentration dans un premier temps, et c'était des camps dont on pouvait dire, mais en tout cas, des artistes de cabaret ont eu des peines de plusieurs semaines et en sont sortis vraiment brisés. Donc la résistance s'effectuait plutôt dans la façon d'interpréter un peu ce que voulait le régime nazi, puisque les critères n'étaient pas forcément très clairs, donc les artistes pouvaient s'engouffrer dans quelques brèches quand ils composaient des œuvres, mais en s'exposant toujours à voir leurs œuvres rejetées par les dirigeants. Et puis, ce qui a aidé aussi justement ces multiples brèches, c'est que les dirigeants culturels du régime n'étaient pas d'accord sur la politique à mener, ce qui fait que Goebbels, par exemple, était plutôt en faveur d'une certaine forme de modernité, alors que Rosenberg, l'idéologue du régime, était totalement contre. Donc ça peut aussi permettre à des artistes de composer des œuvres qui restent un peu modernes et qui ne soient pas de véritables œuvres musicales nazies. Et finalement, c'est aussi ça qu'on observe quand on s'intéresse à cette période, c'est qu'il n'y a pas eu de musique véritablement nazie, puisque les critères étaient parfois flous et parfois discordants. Donc on ne peut pas parler de musique véritablement nazie comme on a pu parler de musique véritablement soviétique, par exemple. Et donc, à la fin de la guerre, l'Allemagne nazie tombe. L'Allemagne est partagée entre les Alliés et l'URSS. Comment cela va se passer pour les Allemands? La musique allemande, comment va-t-elle être impactée? On en a parlé tout à l'heure, il y a une dénazification qui est mise en place. Est-ce qu'elle est si facile que ça? Alors la dénazification, en théorie, elle aurait dû être facile. L'idée des États-Unis, puisque c'est eux qui ont mené la politique de dénazification la plus active, c'était d'établir des listes noires, des listes grises, donc de personnes plus ou moins impliquées, et puis des blanches. Et quand ils sont arrivés dans leur zone, ils avaient leur liste sous les yeux, et ils ont essayé d'aller chercher les artistes qui étaient sur les listes blanches. Alors il se trouvait qu'il y en avait relativement peu, puisque le degré de compromission était très facilement atteint sous l'Allemagne nazie, puisque déjà il fallait adhérer par exemple à cette chambre de musique du Reich pour pouvoir exercer, donc ça pouvait être pris comme une forme de collaboration. Donc en théorie, il suffisait de regarder les listes blanches et de juger tous ceux qui étaient sur les listes noires. C'est ce qu'ils ont commencé à faire dans un premier temps, mais la politique de dénazification n'était pas uniforme. Les Français étaient déjà empêtrés dans leur propre dénazification et avaient déjà beaucoup de travail à l'échelle de leur pays, donc ils ne s'impliquaient pas beaucoup dans leur zone en Allemagne. Et puis les Britanniques s'appuyaient beaucoup sur les États-Unis. Donc finalement, c'était les Soviétiques qui avaient eux aussi une vision de la dénazification, mais qui n'était pas la même. Les Soviétiques cherchaient en fait à récupérer les artistes et récupérer les cerveaux pour que les personnes viennent s'installer dans leur zone. Et en fait, c'est ce qui s'est très rapidement installé dans toutes les zones. Ça a été un peu une concurrence, une chasse aux artistes. Et en raison de ces problèmes justement concurrentiels, finalement, la dénazification a été rapidement abandonnée ou en tout cas allégée, et des artistes qui avaient été compromis, tels que Karl Orff par exemple ou Herbert von Karajan, ont été blanchis par les États-Unis pour pouvoir exercer dans leur zone et pour ne pas être embauchés par les Soviétiques. Merci Élise Petit d'avoir été avec nous. Si vous voulez commenter cette émission sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag de la journée franco-allemande JFA 2021.